Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode YouTube d'un regard stoïcien. Dans ce premier épisode, nous allons voir ce qu'est le stoïcisme moderne. Et pour bien comprendre ce qu'est le stoïcisme moderne, il est nécessaire de bien comprendre ce qu'est le stoïcisme tout court. Alors le stoïcisme, comme toutes les philosophies de vie de l'Antiquité, c'est une philosophie pratique. Cela signifie que quand on connaît le stoïcisme en tant que système, on est en mesure de faire face à toutes les situations de la vie humaine. On est en mesure de faire face à la mauvaise réputation, à la maladie, à la mort, mais aussi, pour prendre des exemples modernes, à la gueule de bois, à un ex envahissant, etc., etc. En bref, quand on connaît le stoïcisme, on est en mesure de réagir et de garder son esprit stable, en paix et en quelque sorte heureux, indépendamment des circonstances. Mais d'où vient le stoïcisme ? Eh bien, l'école a été fondée par Zénon de Citium au IVe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique. C'est ensuite devenu la plus grande école de philosophie pendant près de 5 siècles, à la fois dans l'Antiquité et dans l'Empire romain. Ça signifie qu'à cette époque, on pouvait trouver des professeurs de philosophie stoïcienne, des écoles stoïciennes, des disciples stoïciens, un peu partout dans les différentes cités. Et on pouvait rencontrer des stoïciens, comme on rencontre aujourd'hui des chrétiens, des musulmans, des juifs, ou des pastafaristes, même si ce dernier cas est, il est vrai, un peu plus rare. En tout cas, rencontrer des philosophes stoïciens dans la rue, c'était quelque chose d'assez courant. Mais de quoi discutait-on exactement dans ces écoles stoïciennes ? Eh bien en fait de nombreuses choses. On parlait de la nature, de la physique, de l'univers, mais aussi des hommes, des sociétés, des gouvernements. On se demandait ce que ça signifie d'être une bonne personne, comment contrôler nos représentations, comment se comporter sagement quand on est riche ou pauvre. On parlait également de l'égalité de l'âme entre l'homme et la femme, de comment prendre soin de soi et des autres, du comportement qu'il faudrait adopter envers les animaux. On se demandait ce qu'est un bon gouvernement, etc. Ensuite, avec l'arrivée du christianisme, le stoïcisme a disparu comme mouvement social. Il n'y avait plus d'école et plus de communauté. Mais certains textes stoïciens ont survécu et les idées ont ainsi traversé les siècles en s'incarnant dans certaines figures. Ainsi, à travers l'histoire de la philosophie occidentale, on trouve les influences stoïciennes, même si le mouvement a cessé d'exister en tant que mouvement social. Pour donner quelques exemples, on peut citer Spinoza au XVIIe siècle. Il a repris dans son éthique de nombreuses idées stoïciennes, notamment sur le déterminisme. On peut citer Nietzsche et son concept d'amor fati, aime ton destin, qui est une idée proprement stoïcienne. Mais il y a aussi les politiciens qui peuvent s'inspirer, depuis l'Antiquité, du stoïcisme. Aujourd'hui, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France insoumise, a écrit, dans son livre De la vertu, « Je reconnais en moi l'influence des stoïciens et de leur conception radicale de la liberté personnelle. » Mais le problème, c'est que même si le stoïcisme a survécu à travers certaines figures, eh bien on dispose en réalité de très peu de sources du stoïcisme antique. Les sources les plus importantes à notre disposition, on estime qu'elles ne représentent que 1% de tous les textes stoïciens qui ont pu être écrits. Donc généralement, on cite 3 auteurs stoïciens romains qui sont Épictète, Marc Aurèle et Sénèque. Épictète, c'était un esclave qui a été affranchi et qui est devenu le maître d'une école de stoïcisme. Et on a de lui notamment les transcriptions de son cours que son disciple Arien a pris. Donc on a les entretiens d'Épictète et le manuel, qui est un condensé des entretiens. Marc Aurèle, il est souvent présenté comme l'empereur philosophe par excellence. Et de lui, on a gardé ses méditations personnelles. Et enfin, Sénèque, qui a été le précepteur de Néron, et ami et conseiller de Lucilius. De lui, on a gardé toutes ses tragédies, c'était un dramaturge aussi, mais aussi les lettres qu'il a pu écrire à son ami Lucilius et de nombreux traités. C'était l'un des citoyens les plus riches de son temps également, ce qui contraste avec Épictète qui était esclave. Et en fait, c'est important de le noter, parce qu'à travers l'histoire, on voit que les stoïciens, ils peuvent être riches ou pauvres, hommes ou femmes, racialisés ou pas. Et en fait, tout simplement, cette philosophie de vie peut faire sens pour tout le monde au-delà des classes sociales, au-delà du genre et au-delà de la couleur de peau. Pour une raison très simple, c'est parce que les stoïciens ont développé leur système à partir de l'observation de ce qui est commun chez l'être humain.
Et ce qui est commun chez tous les êtres humains, c'est la raison. Dans le stoïcisme, on est une âme avec de la raison. C'est ce qu'on a en partage. Et on possède simplement un corps. Je ne suis pas mon corps. Et les stoïciens, en plus de ça, soutiennent que la raison est un outil donné par la nature qui nous permet d'être heureux en n'importe quelle circonstance. Et puisque la raison est un outil, on peut en avoir un bon usage ou un mauvais usage. Et le bon usage, c'est la nature qui nous dit lequel c'est. Tout simplement parce que si on utilise bien sa raison, on sera heureux, tandis que si on l'utilise mal, on sera malheureux. Et les stoïciens ont juste noté qu'il y a une manière de penser et d'agir qui est bien plus probable de conduire à un bonheur durable que n'importe quel autre comportement, et c'est le fait d'être vertueux. Être vertueux, cela signifie être raisonnable et rationnel. Et être raisonnable et rationnel, ça signifie être prudent, courageux, juste et modéré. Ce sont les 4 vertus qui forment la sagesse. Mais une fois qu'on a dit ça, les 4 termes peuvent sembler relativement flous. Alors voyons-les en détail. La prudence, qu'on appelle aussi sagesse pratique, c'est la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Par exemple, le nazisme, c'est mal. On peut être d'accord là-dessus. Mais il y a 60 ans, tout le monde n'avait pas cette compréhension des choses. Et aujourd'hui encore, certains ont un jugement erroné du nazisme et manquent de prudence à cet égard. La justice, c'est le fait de distribuer à chacun ce qu'il mérite. Et c'est aussi l'excellence dans nos relations. Donc par exemple, être juste, ça revient à récompenser celui ou celle qui le mérite. Mais ça revient aussi à sanctionner celui ou celle qui le mérite. Et la modération ou tempérance, ça concerne la modération des désirs et des plaisirs. Un synonyme moderne, ça serait celui de contrôle de soi ou self-control. Donc par exemple, si je suis en régime et que soudain une image appétissante d'un hamburger arrive dans mon esprit, eh bien la modération me permet de mettre en pause cette image, de l'évaluer et de savoir s'il est sage ou non de la suivre. Et enfin, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la capacité à faire face à nos peurs de façon stable et appropriée. Par exemple, si j'ai peur des araignées, saisir la bestiole et la déplacer, ça requiert du courage. Et l'ensemble de ces 4 vertus forment donc la sagesse. Elles sont imbriquées les unes avec les autres. Elles fonctionnent ensemble. Par exemple, on ne peut pas vraiment être courageux si on n'a pas la sagesse pratique de savoir ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre. On ne peut pas être juste si on fait preuve d'un excès, donc d'une absence de modération, dans notre jugement, etc. Et ces 4 vertus, elles constituent en fait un filtre de lecture des événements du monde. C'est elles qui vont nous permettre de mettre concrètement en application la sagesse stoïcienne. Mais avant de pouvoir mettre ces 4 vertus en pratique, il faut bien prendre conscience de la nature des choses. Et les choses sont précisément de 2 natures dans le stoïcisme. Il y a celles qui dépendent de soi et celles qui n'en dépendent pas. C'est Épictète qui l'a formulé le plus clairement dans son manuel. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. En dépendent le jugement, la tendance, le désir, l'aversion et, en un mot, tout ce qui est notre œuvre. N'en dépendent pas le corps, la richesse, les témoignages de considération, les dignités et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Donc pour le dire encore plus clairement, la perception est ce qui compte le plus. C'est elle qui permet de transformer les obstacles de la vie en opportunités. Les stoïciens distinguent ainsi les événements, qui ne dépendent pas de nous, et le jugement, qui lui dépend complètement de nous. Et avec le jugement, qui est synonyme de perception, on peut transformer un obstacle apparent
en une opportunité de progression vers la vertu, vers le bonheur. Donc quand on fait face à une situation difficile, au lieu de se dire « ça y est, c'est fichu, il n'y a rien à faire, c'est dramatique », le stoïcisme invite à retourner un peu la question et à se demander « ok, il y a telle situation, quelles sont les qualités, les vertus dont j'ai besoin pour y faire face ?» Et en faisant ça, même dans l'adversité, même dans la tempête, on construit notre bonheur parce que on renforce notre caractère, on renforce notre résilience. Donc maintenant que l'on sait que les 4 vertus sont un filtre de lecture des événements du monde, et que les événements du monde ne dépendent pas de soi, on peut mettre en place un algorithme de décision stoïcien. Donc celui que je vous présente là, c'est un algorithme que j'ai repris de Massimo Pigliucci, qui est un des stoïciens modernes philosophes, et je l'ai traduit en français, et on va le suivre étape par étape. Donc la première chose à se demander quand on fait face à un événement, c'est est-ce que cet événement est sous mon contrôle ? Par exemple, disons, je suis malade. Donc si je suis malade, le fait d'être malade n'est pas en mon contrôle. Donc ceci n'est rien pour moi parce que le bonheur ne consiste pas à être malade ou en bonne santé, vu qu'on a des exemples de gens malades qui sont heureux et de gens de bonne santé qui sont malheureux. Ce n'est rien pour moi. Par contre, ce qui est en partie sous mon contrôle, c'est le fait d'appeler un docteur si je suis malade. Le stoïcisme n'est pas un fatalisme, c'est important de le souligner. Si j'appelle un docteur, il faut bien que je distingue le résultat de la tentative. Le fait d'appeler un docteur, c'est une tentative pour moi de guérir. Mais le fait de guérir ou pas, ça ne dépend pas complètement de moi. Donc, ce qui est sous mon contrôle, au-delà du fait d'appeler un docteur, de ma tentative de guérir, c'est aussi la représentation que j'ai de ma propre maladie. Ça, c'est entièrement sous mon contrôle. Est-ce que la représentation que l'on peut avoir envers la maladie concerne la vertu ? Eh bien la réponse c'est oui, parce que quand on est malade, on a souvent besoin de modération, de courage, de prudence et de justice aussi en un sens. La prudence, c'est ce qui va nous permettre de prendre soin de soi. La justice, c'est ce qui va nous permettre de maintenir des relations positives avec notre entourage même si on est malade. Le courage, c'est celui qui va nous permettre d'affronter la maladie et les peurs qu'elle entraîne. Et la tempérance, ça va être le fait de se discipliner pour aider son corps à aller mieux. Vous voyez également qu'il y a la partie des indifférences sur le tableau, mais vu que cet épisode reste une présentation générale, je ne vais pas creuser ce sujet, on aura l'occasion d'y revenir. Et au-delà de l'exercice de la vertu qui est quand même l'élément central du stoïcisme, vous devez vous attendre, si vous croisez un stoïcien par hasard dans la rue, à ce que cette personne tienne aussi d'autres croyances. Donc je vous en ai mis 4 qui me semblent assez importantes dans le stoïcisme. L'une des croyances qu'on peut aussi appeler raisonnement, c'est que la nature est rationnelle et providentielle. Je ne vais pas développer davantage, mais c'est assez proche de l'hypothèse Gaïa aujourd'hui. Il y a aussi le fait que nous sommes tous les citoyens du monde. Il y a un idéal cosmopolite dans le stoïcisme, ils ont repris ça des cyniques. Ça signifie qu'on doit traiter chacun comme si c'était son frère, sa sœur, son père, sa mère. C'est vraiment un idéal de justice confraternelle. Il y a aussi l'idée que la passion est une maladie. Donc ça, il faut vraiment comprendre le mot passion dans son étymologie latine qui est la passio, la souffrance. Donc la passion, c'est une émotion irrationnelle. Il y a des émotions dans le stoïcisme aussi. Ça, c'est un autre cliché qui est à la vie dure. Mais le stoïcisme accepte les passions rationnelles et notamment la joie ou l'amour rationnel. Mais voilà, la passion, c'est vraiment un trouble de l'âme que le stoïcisme cherche à résoudre et à s'en débarrasser en fait. Et l'une des dernières idées, c'est que la vertu est le seul bien. Donc ça signifie que les stoïciens affirment qu'il ne suffit de rien d'autre que d'être vertueux pour être heureux. Donc voilà, tout ça, ça peut sembler des idées peut-être bizarres pour certains, pertinentes pour d'autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces idées n'ont quasiment pas été discutées depuis le IIIe siècle, date à laquelle le christianisme devient
en quelque sorte la religion et la philosophie dominante. Et c'est seulement au XXe siècle que des intellectuels et des universitaires commencent à s'intéresser plus profondément au stoïcisme et à vouloir moderniser ses idées, c'est-à-dire à les actualiser. Donc ce mouvement commence surtout du côté anglo-saxon, avec des philosophes comme Philippa Foot, Lawrence Baker, Alasdair MacIntyre et Martha Nussbaum. Côté français, on peut citer Pierre Hadot et dans une certaine mesure Michel Foucault. La renaissance intellectuelle et universitaire du stoïcisme, c'est qu'une facette de la renaissance du stoïcisme, c'est qu'une facette du stoïcisme moderne. La deuxième facette, c'est que le stoïcisme moderne connaît aussi une renaissance sociale. Ça a commencé le 8 mai 1996 avec l'apparition du site internet de Newstoa, qui est en fait la première communauté en ligne. Et le site internet existe encore aujourd'hui et c'est devenu une école en ligne de stoïcisme. Il existe d'ailleurs un registre stoïcien sur lequel n'importe qui peut s'inscrire pour témoigner de son engagement dans le mode de vie philosophique stoïcien. Quelques années plus tard, au XXIe siècle, d'autres sites internet vont se spécialiser sur la thématique du stoïcisme. Et là, l'un des sites internet qui est actuellement le plus important, c'est Modern Stoicism, qui est apparu en 2012 et qui est à l'origine la création d'une équipe de 7 personnes composée d'universitaires et de psychothérapeutes. Modern Stoicism, c'est une association qui est située en Angleterre et qui a notamment mis en place des rendez-vous annuels comme la semaine stoïcienne, durant laquelle des internautes du monde entier peuvent pratiquer et étudier pendant une semaine le stoïcisme grâce à un manuel édité pour l'occasion. Et ils ont aussi mis en place la Stoicon, qui est une journée de conférences sur le stoïcisme, qui fait intervenir différents universitaires, intellectuels et pratiquants de stoïcisme. Et toute une journée, on discute et on en apprend sur le stoïcisme. Et il y a aussi des ateliers pratiques très souvent. C'est dans une ville différente à chaque fois. Et ensuite, à partir de 2012, il y a vraiment de nombreux sites internet et il y en a de plus en plus sur le stoïcisme. Mais l'une des adresses qui est importante, c'est The Stoic Fellowship, qui est l'une des associations qui essaie vraiment d'avoir une perspective générale sur toutes les communautés qui ont pu être créées dans le monde autour du stoïcisme. Donc sur The Stoic Fellowship, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on compte 80 communautés stoïciennes dans le monde, sur les 5 continents, et ça permet d'avoir un peu une idée du développement du stoïcisme d'une année à l'autre. Et une communauté stoïcienne, concrètement, ce sont des gens qui se réunissent à intervalles réguliers, souvent dans un café, dans un bar, dans une librairie, pour discuter de stoïcisme, et ça attire aussi bien des gens qui sont convaincus par la philosophie stoïcienne que des gens qui sont plus sceptiques ou éloignés. Et ces communautés, elles sont aussi virtuelles, parce que très souvent, elles existent aussi à travers un groupe Facebook, une page Facebook, un groupe Meetup ou n'importe quel autre site internet qui permet d'organiser ces rencontres. Plus globalement, depuis le XXIe siècle, on observe, ou en tout cas j'ai observé, que le stoïcisme suivait 3 approches légèrement différentes, voire incompatibles. La première approche, c'est celle qui veut une résurgence du stoïcisme traditionnel. Donc là, le site internet de référence, c'est traditionalstoicism.com. Et l'idée principale que défend cette branche du stoïcisme, c'est surtout la théologie stoïcienne et l'idée que l'univers est un être providentiel et que nous, en tant qu'êtres humains, on doit suivre la rationalité et la providentialité de l'univers. Cette idée, elle est très contestée par la deuxième approche du stoïcisme au XXIe siècle, par l'approche moderne. L'approche moderne, elle estime qu'il n'y a plus de raison de croire que l'univers est un être providentiel. Il s'appuie notamment sur les évolutions de la science. Mais que ça n'empêche pas le stoïcisme de rester un système philosophiquement viable et qui continuera de s'appuyer sur les données scientifiques. Donc pour le stoïcisme moderne, l'univers n'est pas un être providentiel, mais ça n'enlève rien à la pertinence et à l'utilité du stoïcisme. Et enfin, la troisième approche que j'ai identifiée, c'est celle du stoïcisme comme boîte à outils, et on la retrouve notamment dans ce qu'on appelle le stoïcisme de la Silicon Valley,
où les entrepreneurs lisent beaucoup les auteurs stoïciens, mais n'en retiennent finalement que l'éthique. Dans cette partie, on ne voit le stoïcisme qu'à travers la lunette de l'éthique de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que le stoïcisme, c'est aussi une logique et une physique. Donc les stoïciens pensent aussi bien les sciences naturelles, aussi bien le fonctionnement et la validité de la science, que effectivement l'éthique. Et cette approche finalement c'est peut-être la plus populaire parce que beaucoup de gens lisent les stoïciens pour en tirer des conseils très pratiques et pour pouvoir l'appliquer ici et maintenant en dehors de tout système plus global de conceptualisation du monde et surtout de sa pensée. Ce qu'il faut bien comprendre tout de même, c'est que les trois approches permettent de saisir des questionnements très contemporains. Le stoïcisme traditionnel va simplement utiliser les outils de la théologie stoïcienne pour commenter les événements du monde. Le stoïcisme moderne va faire attention à ne pas avoir recours à la théologie stoïcienne, et le stoïcisme comme boîte à outils va plutôt interpréter les événements du monde sous un angle très, très éthique. Et dans tous les cas, les auteurs qui écrivent sur le stoïcisme, et ils sont de plus en plus nombreux, ils abordent des sujets extrêmement variés et contemporains. Donc on a par exemple le livre de référence de Baker, A New Stoicism, qui lui pose les bases d'un nouveau stoïcisme, qui rejette explicitement l'univers providentiel et qui dit que suivre la nature dans le stoïcisme doit renvoyer avant tout à suivre les faits. Et il développe toute une éthique, toute une morale empirique qui se fonde sur ce qui est. Il passe de ce qui est à ce qu'il faut faire. Ensuite, dans les ressources du XXIe siècle, on a Donald Robertson, qui est un psychothérapeute, qui a écrit un livre intitulé « La philosophie des thérapies cognitives et comportementales », et l'idée principale qu'il expose, c'est que les thérapies cognitives et comportementales sont un développement logique des idées contenues dans le stoïcisme, notamment le fait de se concentrer sur ce qui dépend de soi uniquement et d'apprendre à relâcher la pression quand les choses ne dépendent pas de soi. Et enfin, pour citer deux autres ressources très récentes, on a par exemple une thèse sur le genre et la sexualité dans la philosophie stoïcienne qui a été publiée en 2018. Et là, il va y être question de féminisme, d'identité de genre, de théorie du genre, ce qui est très contemporain. Et même cette année, en 2020, il n'est pas encore sorti, à l'heure où j'enregistre cette vidéo en tout cas. C'est la philosophie stoïcienne et la théorie sociale, ce qui s'inscrit aussi dans un certain mouvement du stoïcisme qui cherche à valoriser les idées politiques qui sont contenues implicitement ou explicitement dans les textes stoïciens. Donc comme vous pouvez le voir, le stoïcisme permet d'appréhender une très grande variété de sujets et d'avoir une clé de lecture de la plupart des événements du monde. Et pour terminer cette large présentation du stoïcisme moderne et du stoïcisme en tant que doctrine, j'aimerais discuter des enjeux qu'il y a autour du stoïcisme moderne. Donc d'après moi, il y a 4 principaux enjeux. Le premier, c'est la pertinence du stoïcisme moderne. Et oui, car en fait le stoïcisme ancien, il avait trouvé sa pertinence à la fois dans sa logique. Les stoïciens étaient des très grands logiciens, leur raisonnement était solide, valide. Et le stoïcisme était aussi très proche des sciences, de la physique, des sciences naturelles. Les stoïciens étaient souvent de fins observateurs du monde social et naturel. Et l'un des enjeux du stoïcisme moderne, c'est de retrouver, ou du moins de perpétuer, cette tradition scientifique qui est liée au stoïcisme. Donc ça passe notamment par la validité des raisonnements éthiques, par l'articulation des dernières avancées scientifiques par rapport à l'éthique stoïcienne. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques du stoïcisme. La doctrine est appelée à évoluer en fonction de l'avancée de nos connaissances en physique, en logique, en éthique. Le deuxième enjeu, selon moi, c'est l'institutionnalisation du stoïcisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'associations de stoïcisme qui se rencontrent à leur échelle locale. On a quelques associations qui essaient de dépasser l'échelle nationale, mais on a finalement très peu d'associations stoïciennes qui sont aussi des écoles de philosophie pratique. Donc pour que le stoïcisme se développe davantage, à mon avis, l'un des enjeux, c'est que les groupes stoïciens acquièrent de véritables bâtiments dans les villes pour pouvoir y dispenser un enseignement philosophique.
Le troisième enjeu autour du stoïcisme moderne, c'est sa popularité. Et là, je le prends vraiment pas dans un sens vulgaire, mais dans un sens plutôt noble, c'est que le stoïcisme, ça a été l'une des premières philosophies à être transmise à travers l'éducation populaire. Les cours de stoïcisme, ils avaient lieu dans l'agora d'Athènes, dans la rue, et étaient ouverts à absolument tout le monde. Donc il faut que le stoïcisme reste dans sa forme accessible au plus grand nombre. C'est l'une des doctrines pédagogiques de l'école. Et enfin, l'un des derniers enjeux, je pense que c'est sa politisation. On trouve de plus en plus d'auteurs qui essaient de lier le stoïcisme à une certaine pensée politique. Et on a d'ailleurs des groupes Facebook intitulés Les stoïciens pour la justice, on a des sites internet, on a des ouvrages qui essaient de penser la politique et le stoïcisme. Donc voilà, j'espère que cette grande présentation vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est le stoïcisme contemporain et ce qu'est le stoïcisme tout court. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je compte faire d'autres vidéos de ce genre. Et vous pouvez également retrouver tous mes articles sur le site internet unregardstoicien.com et accéder à davantage de contenu sur mon Instagram. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à son terme. Étant donné que c'est ma première vidéo, je serais vraiment ravi d'avoir des retours constructifs pour savoir comment évoluer, si vous préférez éventuellement du Facecam ou du PowerPoint dans ce genre-là. Dans tous les cas, merci à vous et à bientôt.